Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais comparer Android à iOS suite à mon passage sur un iPhone 11. Alors oui, pour ceux qui me suivent, effectivement ce n'est pas le même cadre que d'habitude puisque j'ai encore déménagé. Je suis revenu aux sources pour la transition, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel j'étais quand j'ai commencé les vidéos. Mais vous inquiétez pas, ce setup est temporaire et il y en aura encore un nouveau dans quelques semaines. Donc effectivement, pour ceux qui me suivent, je suis passé d'un OnePlus 6 à un iPhone 11 en septembre dernier, quand cet iPhone 11 est sorti. Pour indication, j'avais déjà testé iOS, mais quand j'avais 13 ans et sur un iPad, sans tout ce qui est iPadOS aujourd'hui, et l'expérience n'est pas représentative par rapport à l'expérience qu'on peut avoir sur un iPhone. De plus, étant donné que j'étais très jeune, c'était sous iOS 9, donc maintenant on est sous iOS 13 et l'expérience est totalement différente. Donc je vais aller point par point et voici mes observations. Donc on va commencer par le commencement. Pour ce qui est du corps du téléphone, d'abord je suis passé d'un écran OLED, donc le OnePlus 6 était doté d'un écran OLED, à un écran LCD. Alors oui, ça fait bizarre dans les premiers jours, mais on s'y habitue très vite, puisque l'écran LCD de l'iPhone 11 est très bien géré. Il y a aussi le poids qui rentre en compte, l'iPhone 11 est clairement plus lourd que le OnePlus 6 que j'avais avant. Cela donne vraiment une impression de qualité, mais OnePlus avait aussi une impression de qualité en étant beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Ça, c'est subjectif et à vous de voir si vous aimez ou non. Par contre, le form factor de l'iPhone 11 est clairement mieux géré que le form factor du OnePlus 6. Et effectivement, pour un plus petit téléphone, on a plus d'écran. Ça, c'est lié à l'épaisseur des bords et au fait que Apple a trouvé une solution pour réduire au maximum le bord du dessous. Ce qui était cool sur le OnePlus, c'est qu'il y avait un petit switch sur le côté pour passer du mode silencieux au mode vibreur et au mode sonnerie. Et bah écoutez, j'étais agréablement surpris que Apple garde ce petit switch sur le côté de son iPhone depuis les premières générations. C'est super sympa car quand on l'a dans la poche et qu'il sonne et qu'on doit le mettre en mode sonnerie sans le sortir de sa poche, comme par exemple à un meeting professionnel ou tout simplement pour respecter une personne à qui vous êtes en train de parler, vous glissez votre main dans la poche, vous le mettez en mode silencieux et c'est fini. Pas plus de manipulation à faire, c'est beaucoup plus simple que sur les téléphones où il n'y en a pas, où on doit aller directement dans les menus pour mettre en mode silencieux. Je suis aussi passé à des haut-parleurs stéréo sur cet iPhone et mon dieu, c'est génial. Donc les haut-parleurs stéréo, j'avais déjà fait l'expérience avec ce Nexus 6P que j'ai encore, et oui, c'est un vieux téléphone, mais je l'ai encore, il date de mes premières vidéos. Et vous pouvez voir qu'il y avait deux gros haut-parleurs ici sur les côtés. Là, sur l'iPhone 11, ils n'empiètent pas sur l'écran, mais sont bien en dessous et au-dessus de la petite encoche. C'est juste jouissif d'avoir un son qui vient dans les deux oreilles plutôt que sur un côté et qui se barre plus loin, et franchement j'adore ça. Je passe aussi sur une encoche bien plus grande, ce qui me permet d'avoir une transition géniale vers le thème de la sécurité qui vient juste après. Pour la sécurité, je suis bien content d'avoir ce fameux Face ID que je n'avais pas encore testé. Parce que tout le monde critique en disant que ça fait pas beau sur l'iPhone, que c'est une tache sur l'écran. Mais bordel, ça permet de tout déverrouiller avec son putain de visage. Y a rien à faire. Pour ouvrir ne serait-ce qu'une application de banque, il fallait un identifiant, un mot de passe, un autre mot de passe pour le confirmer. Et là, tout simplement, vous pouvez y accéder avec votre visage. C'est génial. Tout ce qui était chiant à faire au niveau des déverrouillages et au niveau de la sécurité sous Android, vous pouvez le faire avec votre visage sur iPhone. C'est carrément mieux. Alors oui, vous allez me dire, oui, le Face Unlock de Android, c'était carrément plus rapide. Alors oui, quelques millisecondes. Et encore, on avait fait le test avec Martin, donc e-tech, sur sa chaîne. Et vous pouvez voir que ça se joue vraiment à rien. 1, 2, 3. Voilà, ça se joue vraiment à quelques secondes près. Des fois ça va être lui qui va être en premier, des fois ça va être moi, donc bon, voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose. Mais perso, je préfère perdre quelques millisecondes à déverrouiller mon téléphone par rapport à un Android et avoir une sécurité maximale plutôt que de pouvoir déverrouiller mon téléphone avec une photo de moi-même. Donc là voilà, avec ma belle photo, on met la luminosité au maximum pour bien que ça le détecte, et maintenant on va voir si ça marche.
Voilà, c'est bon. Vous avez pu voir le petit cadenas s'est déverrouillé. Alors maintenant on va passer aux notifs. Il faut qu'on en parle de ces notifications. Apple, malgré les efforts qu'ils ont fait, malgré les mises à jour qu'ils ont fait, ils n'ont jamais su gérer ça. C'est totalement subjectif ce que je viens de dire, mais je considère que Apple n'a jamais su gérer ça. Bien sûr, ce n'est pas catastrophique. Quand on écoute de la musique par exemple, avec le gros module de musique sur l'écran de déverrouillage et qu'on a quelques notifications, je parle de 5-6 notifications ici, on n'en voit pas la moitié tout de suite, donc pour les regarder d'un coup d'œil, c'est ultra chiant. Est-ce que vous pourrez, Apple, réduire cette taille d'interface s'il vous plaît ? Parce que on n'a pas tous des gros doigts. Ensuite, les notifications rassemblées, c'est hyper pratique. Pour certaines applications comme par exemple Messenger où on peut avoir 18 messages dans une conversation par exemple. Mais pourquoi cette règle ne s'applique pas à toutes les applications ? Par exemple Outlook, l'application de messagerie, quand vous avez plusieurs messages, et bah c'est réparti un peu à droite à gauche, on sait pas, allez, peut-être un mail, peut-être un message, je sais pas. Pourquoi c'est pas rassemblé ? Ça marche pour la moitié des applications. Alors pourquoi vous le faites pas pour toutes les applications ? Ce serait beaucoup plus simple. Répartissez les notifications en application, ne les répartissez pas par personne qui vous a envoyé un message. Ce serait beaucoup plus simple. Dans sa vidéo sur le passage à l'iPhone, Anonymal parlait du centre des notifications. Effectivement, c'est pas très simple quand il s'agit de l'écran de déverrouillage, mais quand on passe sur l'écran du centre des notifications, c'est beaucoup plus simple. On voit tout d'un coup d'œil, mais effectivement c'est un point à relever pour l'écran de déverrouillage. Moi ça ne me gêne pas, mais ça peut gêner certaines personnes. D'ailleurs, je reviens sur le point de l'écran de déverrouillage. Sur iOS, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous passez sur votre écran d'accueil, c'est-à-dire quand vous déverrouillez votre téléphone, pas votre téléphone. Sur Android, vous êtes directement téléporté sur le bureau. Et ensuite, il faut descendre l'écran pour voir les notifications. Là, c'est vous qui décidez si vous déverrouillez votre téléphone ou pas. Et c'est beaucoup plus simple pour prendre le temps de regarder vos notifications ou non. Par contre, en relation avec les notifications, ce qui manque énormément sur iOS, c'est la petite lettre de notification et l'affichage Always On Display. Alors oui, sur iOS, l'écran s'allume quand vous avez une notification, mais je trouve que c'était mieux quand on avait une petite lettre de notification pour nous dire au moins, avec la couleur, quelle application vous a envoyé un message. On va passer maintenant au topic de la navigation. Alors pour ça, c'est iOS qui gagne, car le système de slider, donc la petite barre qu'il y a en bas pour naviguer sur votre téléphone, ou pour revenir à l'écran d'accueil, ou pour changer les applications, ou pour vider votre multitâche, c'est super intuitif, il y a 2 gestes à apprendre, alors que sur Android, quand on avait les petits boutons, c'était très simple aussi, mais la fonction de slider qu'ils ont voulu copier sur iOS, je n'ai pas retesté depuis septembre, mais en tout cas, je trouvais ça beaucoup moins intuitif, il y avait des gestes, des courbes, des petits zigouigoui, j'en sais rien. Et oui, j'ai utilisé une expression de 1970. Mais bref, sur iPhone, c'est fluide, ça marche bien, c'est intuitif et c'est super simple. Nous, c'est ce qu'on veut dans un appareil et clairement là, iOS, un bon point pour eux. Sur mon OnePlus, tout était pareil au niveau de la fluidité, etc. Sauf que les gestes n'étaient pas intuitifs et n'étaient pas aussi faciles que sur iPhone aujourd'hui. Et ce sont ces petits détails qui me font dire que c'est plus naturel sous iOS. On va passer à la question qui fâche, le software. Pour le coup, c'est super différent parce que ces OS sont carrément différents. D'un côté, on a un OS qui est obligé de s'adapter à énormément de marques, avec souvent une surcouche de la marque appliquée par-dessus Android. Donc vous l'aurez compris, c'est Android. Et de l'autre, un système qui s'adapte mieux aux derniers modèles de téléphone, c'est-à-dire les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, mais toujours optimisé pour les processeurs de la marque entière. C'est pour ça que les derniers Samsung, les derniers téléphones de Samsung comme les Note ou les Galaxy S ont carrément plus de RAM qu'un PC en lui-même. 12 Go de RAM par exemple, c'est énorme, avec un processeur d'une puissance toujours plus élevée. Évidemment, c'est pour faire tourner Android. Et j'entends certains fanboys qui vont dire oui, Apple c'est de la merde parce que ils ont pas 12 Go de RAM, ils en ont 6 là. Et bah je vais te dire un truc mon gars, si tu réagis comme ça, c'est que tes gigas de RAM, ils ne servent à rien si ton téléphone n'est pas optimisé. Et là, on va parler d'optimisation.
Les iPhones ont juste moins de RAM car ils tournent sur un système d'exploitation qui est codé différemment et qui tourne plus facilement avec moins de RAM. Donc pourquoi mettre plus de RAM dans un téléphone si on n'en s'en sert jamais? C'est du pur gaspillage. Sinon, en termes d'expérience, je dirais que clairement iOS est nettement moins ouvert et accessible que Android. C'est mieux pour la sécurité de l'iPhone, mais putain qu'est-ce que c'est chiant pour pouvoir mettre ses photos sur son PC. Et justement, ça me fait une très bonne transition pour parler de photos et de vidéos. Pour la photo et la vidéo, Apple, pourquoi vous faites du fichier MOV? C'est chiant. Pour tout le monde, à part si on a un Mac pour pouvoir monter ses vidéos. Mais là, clairement, sur Premiere Pro, moi, il y a la moitié des fichiers qui passent pas. Il faut que je les convertisse. Il faut que je passe par un logiciel tiers pour pouvoir mettre mes photos de mon iPhone sur mon PC. C'est chiant, tout simplement. Mais sinon, cette catégorie de photos et vidéos varie énormément en fonction de l'appareil que vous possédez, en tout cas si vous êtes sur Android. Aujourd'hui, les meilleurs se jouent entre les Pixel, les Samsung et les iPhones. Mais clairement, en ce qui concerne les modules photos qui sortent aujourd'hui, je préfère carrément celui de l'iPhone. Les fans de Samsung, je veux pas vous entendre, sur le Galaxy S20 et sur le Galaxy S20 Ultra, c'est horrible, ça fait cheap. C'est un gros bloc qui sort du téléphone, c'est même plus une plaque de cuisson, là c'est la cuisinière entière. En plus, c'est aussi cher qu'un iPhone et ça fait cheap en main, alors clairement ça me ferait chier d'acheter ça. Oui, l'iPhone a le même prix, mais au moins il a la décence d'être pas trop moche. On va passer à la batterie, sinon je vais m'énerver. Pour ce qui est de la batterie, je le dis tout de suite, les chiffres de milliampères ou les mesures de milliampères, ça veut rien dire si ton téléphone n'est pas optimisé et ne peut pas tenir une journée sans ne plus avoir de batterie. Ça, c'est dit. Si ton téléphone a 1 million de milliampères de batterie, je m'en tape complètement s'il ne tient pas une journée. Je suis passé de mon OnePlus 6 qui tenait environ une journée et demie à un iPhone 11 qui tient 2 jours. Et c'est jouissif de ne pas avoir à regarder sa batterie quand on est au milieu d'une journée et qu'on sait qu'on a encore une soirée qui va continuer sur la durée. C'est jouissif, on s'est levé à 8 h du matin, on a eu une journée où on a utilisé notre téléphone. Et là, le soir, on nous dit... Mec, il faut faire une soirée et là tu te dis yes, je viendrai. Il n'y a pas question de te dire est-ce que je prends mon chargeur de téléphone ou pas. La question ne se pose même pas. Tu y vas, on s'en fout si t'as un chargeur, ton téléphone tu sais qu'il tiendra toute la nuit. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème de batterie, ou je n'ai jamais eu de problème en tout cas pour chercher un chargeur. La seule fois où j'ai pu éventuellement être en rate de batterie, c'est que je m'étais levé à 6 h du matin pour prendre le train. J'ai passé ma journée dans le train à écouter de la musique, à regarder des vidéos YouTube, et je ne suis passé en dessous de la barre des 20% qu'à 23 h. Donc j'étais complètement heureux et je savais que ce téléphone me conviendrait et ne me lâcherait pas en pleine journée. Aujourd'hui, je n'ai pas testé les derniers flagships de chez Android, mais franchement, si je passe sur Android et que la batterie ne tient pas une journée sur les derniers téléphones que j'ai pour un prix au moins aussi élevé que l'iPhone 11, perso ça me ferait chier. En conclusion, on peut dire que Android s'adresse à des personnes qui s'y connaissent un petit peu plus en matière de smartphone et en matière de technologie. Oui les vieux, je vous parle en disant que si vous souhaitez aller sur un truc plus simple, si vous souhaitez acheter un appareil plus simple à utiliser et plus intuitif, passez sur iPhone. C'est certes un petit peu plus cher, mais tout est automatique et vous n'aurez juste à cocher certaines cases qui vous demandent votre accord pour ensuite utiliser ce téléphone. On ne vous largue pas dans un océan vide sans savoir quoi faire. On vous guide et on vous accompagne tout au long de votre expérience. Android est un peu plus compliqué, un peu plus complexe dans sa conception, mais fonctionne mieux avec les applications tierces qui ne sont pas propriétaires à la marque que vous avez achetée, comme par exemple Samsung. Par exemple, si vous téléchargez l'application Evernote, elle marchera beaucoup mieux sur votre Samsung que sur votre iPhone, parce que sur votre iPhone, vous avez déjà une application de notes que vous pouvez retrouver sur l'écran d'accueil d'origine. Vous n'aurez pas à la télécharger. Et sur iPhone, c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins facile d'utilisation. Tout ça pour vous faire comprendre et pour vous emmener vers cette application qui est Notes. Apple est au final un système assez fermé mais qui fonctionne du feu de Dieu quand vous avez tous les appareils qui fonctionnent ensemble, comme par exemple une Apple Watch et votre iPhone, ça fonctionne à merveille. Si vous avez un iPhone et que vous le branchez à votre Mac, ça fonctionne à merveille. Si vous prenez des applications dans votre application de notes, vous les retrouverez instantanément sur votre MacBook. Ça marche du feu de Dieu mais quand vous avez tous les appareils. À partir du moment où vous avez un appareil différent, ça devient compliqué.
Il y a des désavantages au niveau financier, je parle pour ceux qui disent que c'est trop cher, mais perso quand j'ai acheté mon iPhone 11, je voyais ça plutôt comme un investissement plutôt que dans l'achat d'un consommable. Effectivement, quand vous entrez dans leur système, c'est très difficile d'en ressortir, la longévité vous est assurée. Et c'est pareil pour la perte de valeur sur un iPhone. Par exemple, sur une période de 1 an, mon OnePlus 6 avait des côtés de moitié voire des 2/3. Sur la même période, peut-être que l'iPhone perdra un quart de sa valeur et encore. Bref, certaines fonctionnalités me manquent sur iOS, certaines fonctionnalités d'Android me manquent, mais à aucun moment j'ai senti le besoin de repasser sur Android pour combler les manques de cet iPhone. C'est très complet, on a envie de l'utiliser, c'est très intuitif, c'est très simple d'utilisation. Et j'ai même envie à la fin de cette année, quand les iPhone 12 peut-être ressortiront, de passer sur un niveau supérieur, de revendre celui-ci et de prendre un écran OLED pour voir vraiment si l'expérience est changée et pour avoir peut-être plus de possibilités au niveau performance et au niveau photo. On va voir ce que Apple sortira, je dis ça maintenant mais si ça se trouve les iPhone 12 seront horribles et je n'aurai pas du tout envie de les acheter. Et si c'est le cas, je passerai peut-être sur un iPhone 11 Pro. On verra ça, pour l'instant c'est l'année prochaine. En attendant, je vous demande de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse vous abonner et activer la cloche, c'est très important. Nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde!